Bonjour à tous, cette vidéo est à destination des élèves de 5e sur les conséquences de la répartition de l'énergie solaire sur Terre. Dans un premier temps, nous allons rappeler comment se répartit l'énergie solaire sur Terre. La Terre est ici représentée par cette sphère bleue et vous avez ici la ligne rouge qui symbolise l'équateur. L'énergie solaire va venir se répartir sur la Terre. Chaque rayon ici représenté correspond à la même quantité d'énergie. Or, du fait de la sphéricité de la Terre, cette énergie solaire va se répartir sur une petite surface à l'équateur et sur une grande surface au pôle. L'énergie est donc plus concentrée à l'équateur, donc ici, qu'au pôle. Vous avez ici la carte de la répartition de l'énergie solaire sur Terre. On peut observer que la quantité d'énergie solaire par unité de surface est importante entre les tropiques, c'est-à-dire dans la zone que je suis en train de hachurer. Cette quantité d'énergie varie entre à peu près 220 et un peu moins de 300 watts par mètre carré. On observe qu'en se déplaçant de l'équateur vers les pôles, que ce soit en allant vers le sud ou en allant vers le nord, la quantité d'énergie reçue par unité de surface diminue. Il y a bien sûr un lien avec les températures, puisque Les températures au niveau de l'équateur vont donc être élevées, alors qu'elles vont avoir tendance à diminuer lorsque l'on se dirige vers les pôles. Voyons maintenant les autres conséquences de l'inégale répartition de l'énergie solaire. Étudions tout d'abord l'atmosphère. vous avez ici représenté par un trait noir la surface de la Terre. Ici, vous êtes au niveau de l'équateur. À cet endroit, vous êtes à 30 degrés nord, donc légèrement au-dessus du tropique du Cancer. Au niveau de l'équateur, nous l'avons vu, une grande quantité d'énergie solaire arrive. L'air va donc se chauffer. On va avoir de l'air chaud. Vous l'avez vu en classe, l'air chaud a tendance à monter puisqu'il est moins dense que l'air froid. Ici, l'air chaud monte en altitude. Quand il se retrouve à haute altitude, il va se refroidir puisqu'il va rencontrer des températures moins élevées. Cet air va alors circuler et se déplacer vers les 30 degrés nord. À cet endroit-là, il devient beaucoup plus froid et donc plus dense. Comme il devient plus dense, il va donc avoir tendance à descendre. Cet air froid va ensuite retourner donc vers le sol et va former des courants de surface en retournant vers l'équateur, et cela tout en se réchauffant. Une fois arrivé vers l'équateur, il reforme de l'air chaud et va donc fermer la boucle. L'inégale répartition de l'énergie solaire est donc responsable de l'existence des vents de surface, mais aussi des vents qui sont présents en haute altitude. Cette circulation, qu'on appelle circulation atmosphérique, va déterminer grandement les climats. En effet, l'air chaud qui est ici a la capacité de contenir une grande quantité d'eau sous forme de vapeur. Quand cet air chaud remonte, il va petit à petit pouvoir supporter de moins en moins de vapeur d'eau puisqu'il voit sa température diminuer. L'air qui va se trouver ici, étant plus froid, ne peut plus contenir la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau va se condenser et former de l'eau sous forme liquide. C'est ce qui va former des nuages et donc être à l'origine de zones où la pluviométrie est assez importante. A l'inverse, l'air froid qui arrive à 30 degrés nord, lui ne possède pratiquement plus ou très peu de vapeur d'eau. De ce fait, à 30 degrés nord, on va plutôt avoir tendance à avoir une zone ensoleillée. Cette zone ensoleillée est une zone de haute pression qu'on appelle une zone d'anticyclone. A l'inverse, au niveau de l'équateur,
on a des zones de basse pression, qu'on appelle aussi des zones de dépression, qui correspondent à des zones où on va avoir beaucoup de pluie. La répartition inégale d'énergie solaire à la surface du globe va aussi entraîner la formation de courants océaniques. Tout d'abord, les vents de surface que nous avons vus juste avant vont pouvoir entraîner la formation de courants océaniques de surface. Voyons maintenant ce qui se passe à une échelle plus globale dans les océans sur Terre. On se place tout d'abord dans la zone équatoriale, donc on se souvient, c'est la zone qui reçoit le plus d'énergie solaire par unité de surface. Forcément, on va donc avoir la formation d'eau chaude. Nous l'avons vu, l'eau chaude est moins dense, elle va donc avoir tendance à remonter vers la surface. Voyons maintenant ce qu'il se passe quand nous nous dirigeons vers les pôles. Quand on se dirige vers les pôles, l'eau refroidit, il fait froid bien sûr aux pôles, et on va avoir la formation d'une eau sous forme solide qui va constituer la banquise. Cette eau solide, elle a la particularité de ne pas du tout contenir de sel. De ce fait, l'eau qui va se retrouver juste en dessous va être une eau sursalée. Cette eau qui est sursalée et froide va donc être beaucoup plus dense et va donc s'enfoncer et suivre les fonds océaniques jusqu'à arriver à la zone équatoriale. Quand elle arrive à la zone équatoriale, forcément, elle reçoit beaucoup plus d'énergie solaire, l'eau se réchauffe, elle remonte en surface. Cette eau qui s'étale à la surface des zones équatoriales va devoir se répartir et donc va aller compenser l'eau qui a tendance à s'enfoncer au niveau des pôles. Cette circulation océanique, on l'appelle la circulation thermohaline. Thermohaline, tout simplement parce que cette circulation dépend de la température de l'eau, mais elle dépend aussi de la salinité de l'eau. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de remplir le QCM sur Pronote. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo afin de bien comprendre les notions étudiées en classe.